BistroBrain. Est-ce que c'est la première fois pour tout le monde ici? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus au BistroBrain? Quelques-uns. Hein. Vous êtes très nombreux ce soir, donc on est ravis. Je me présente, je suis Justine Levaillant, je serai votre animatrice pour la soirée. Comment fonctionne BistroBrain pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, nous sommes un OBNL de vulgarisation scientifique. Donc, notre leitmotiv, c'est de diffuser la science par le plaisir. Donc, j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir ce soir. On a un OBNL qui a été créé en 2017. Donc, on va bientôt fêter notre 150e événement. Donc, on fait des événements... Oui, merci. Donc, on fait des événements à Montréal, à Sherbrooke. On commence aussi un petit peu à Québec. On en avait à Trois-Rivières, à Rimouski. Donc, on diffuse le savoir dans tout le Québec. Donc, on ne va pas trop tarder ce soir. Donc, je vais vous présenter aussi donc la soirée. Le thème, vous êtes au courant, vous le savez, c'est santé et société. Donc, parcours et diversité. Ce soir, exceptionnellement, on a beaucoup de collaborateurs donc, qui sont sur les côtés, là, qui attendent pour se présenter. Donc, je vais au moins présenter chacun. Donc, il y a le Carrefour des Savoirs. Il y a le... Ouf, merci pour la lumière. Le Centre de recherche Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Vous me dites si je fais une erreur. Hein. Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal métropolitain. Le Centre de recherche d'expertise en gérontologie sociale. Le Centre de recherche en santé publique. Et enfin, l'Institut universitaire Sherpa. Donc, beaucoup de commanditaires. Merci à eux. Puis, on va les inviter tout de suite à se présenter pour les 3 premiers collaborateurs. Donc, vous pouvez venir. Donc, je vous laisse la parole donc, pour commencer avec le Carrefour des Savoirs. Merci. Bonjour. Donc, moi, je suis Lamia Lamoudi, Carrefour des Savoirs. Danielle Fillon, Carrefour des Savoirs. Alors, on va commencer notre présentation par un petit quiz pour faire très vite. Donc, alors, à main levée, qui parmi vous a déjà réfléchi à sa carrière? Et ça fait un paquet de monde. Parfait. À toi, Danielle. Autre question. Qui d'entre vous s'est senti seul dans cette réflexion? Oh, quand même! On a peut-être quelque chose pour vous. Alors, qui d'entre vous s'est déjà fait accompagner dans sa démarche de développement de carrière? OK, c'est bon, bravo pour ceux qui l'ont fait. Alors. Et le Carrefour des Savoirs est là pour ça, pour ceux qui étaient seuls dans leur démarche, parce que le Carrefour des Savoirs vise à soutenir et accompagner les personnes étudiantes des cycles supérieurs en santé et services sociaux. Donc, pour tout savoir sur le Carrefour des Savoirs, donc on vous invite à visiter notre site Internet et vous avez notre affiche, vous avez des signets sur chaque table. Donc, n'hésitez pas, nous avons des activités à venir qui sont super intéressantes et gratuites. Nous offrons des services de coaching, de carrière aussi, et puis d'autres activités intéressantes. Donc, n'hésitez pas. Oui, nous avons un symposium, merci Zeynep, au mois de mai prochain. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à notre infolettre. Merci. Oui. Juste un petit mot pour dire que les 5 centres de recherche dont on a parlé il y a 1 minute ou 2 sont des constituants du Carrefour des Savoirs, puis c'est grâce à ces 5 centres de recherche que le Carrefour vit. Voilà. Bonjour, donc mon nom est Stéphane Bastianetto, donc je travaille à la direction du centre de recherche de l'IEJM. Et donc je vais vous présenter brièvement pendant 1 minute 30 le centre. En bas ? À la main, là, à l'ancienne, voilà. Donc, en fait, brièvement, notre mission du centre, c'est dans un contexte de vieillissement de la population, puisque vous savez que plus de 60, les personnes de 60 ans vont
doubler jusqu'en 2050. Donc, ce qui va engendrer une augmentation des problèmes de santé. Donc, c'est vraiment un centre qui est très porteur, puisque de toute façon, les problèmes de vieillissement vont entraîner des problèmes de santé chronique. Donc, notre mission, c'est de mieux comprendre les parcours du vieillissement avec une approche globale, c'est-à-dire qu'en tenant compte des interactions entre le corps, le cerveau et l'environnement. Et donc, l'objectif, c'est de développer des solutions innovantes qui favorisent, qui promeuvent la santé des personnes âgées et leur bien-être. Voilà. Donc, brièvement, nous avons une soixantaine de chercheurs réguliers, ce qu'on appelle réguliers, qui sont là régulièrement présents au centre. Nous avons également des chercheurs associés, et comme c'est un centre qui est rattaché à l'Institut de gériatrie, nous avons également beaucoup de chercheurs cliniciens, des ergothérapeutes notamment. Et nous avons plus de 350 étudiants, une 20-25 postdoctorants, des professionnels de recherche qui travaillent dans des équipes de recherche. Et ces chercheurs collaborent avec plus de 30, 36 même pays, notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, et des financements qui avoisinent les 10 millions d'euros par an. Donc, je vous ai fait un petit comment on appelle ça, des nuages de mots pour donner une idée des thèmes qui sont abordés, vieillissement, cognition, maladie d'Alzheimer. Évidemment, beaucoup de chercheurs travaillent sur les maladies de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs, troubles de mémoire, et également des chercheurs comme les ergothérapeutes, des psychologues, qui travaillent sur les soins, les interventions, comment traiter des maladies comme la douleur, c'est pas une maladie, mais les symptômes, et également des maladies comme le trouble du sommeil, et aussi beaucoup de chercheurs qui travaillent, qui sont en réadaptation, qui essaient de maintenir les personnes à domicile, les personnes âgées. Donc vous savez, c'est des chercheurs qui sont affiliés principalement à l'UDM, et j'arrête, et en médecine, psychologie, et voilà, j'ai fini. Merci à vous. Bonjour, moi j'y vais sans diapo. Philippe Archambault, je suis à la co-direction scientifique du CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Alors, les membres, chercheurs, étudiants chez nous s'occupent de recherche sur des personnes qui ont des déficiences physiques. Dans le jargon hospitalier, ça inclut des gens qui ont de la difficulté à bouger, à se déplacer, des gens qui peuvent avoir des problèmes, des troubles de communication, des troubles visuels ou des troubles de l'audition. Et puis, je dirais que dans la grande majorité, les travaux chez nous portent autant sur la personne, c'est-à-dire comment on peut améliorer la personne dans sa vie quotidienne, développer des nouvelles interventions, et aussi sur l'environnement. L'environnement autant physique, comment on peut adapter l'environnement, comment on peut adapter là où les personnes habitent, et l'environnement social. Donc, on parle des proches, du travail, des enjeux de discrimination, et on parle aussi d'améliorer ou optimiser les services de santé, comment on peut améliorer, les rendre plus efficaces. Alors, c'est en gros, on est très, très multidisciplinaire. On a beaucoup d'ergothérapeutes, physio, mais aussi des ingénieurs, des kinésiologues, du monde en art, puis on travaille de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même vieillissement, où on a peut-être un certain recoupement avec le CRI-UGM. Alors, je voulais terminer en souhaitant vraiment une bonne chance à tous candidates et candidats. On est très fiers de vous. Je sais que c'est cliché de le dire, mais les étudiants, vous êtes notre avenir. J'ai juste hâte que vous me remplaciez à la tête du CRIR. Alors, voilà, bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer avec la première présentatrice, donc Nesrine Haroum, qui a un doctorat en activité physique, neurosciences du mouvement. Elle a 5 ans d'expérience comme kinésiologue, tu me dis si je dis une bêtise, hein, et physiothérapie, évidemment. Donc, si jamais vous avez un problème... D'ailleurs, j'ai un petit problème de dos, si jamais... Non ? Un problème de dos, si tu veux me... Non ? Ok, donc tant pis. Donc, elle fait partie du Centre de recherche Institut universitaire de gériatrie de Montréal, et puis elle va nous parler de comment transformer le cerveau avec l'apprentissage et l'expérience. C'est bien ça ? Parfait, c'est à toi.
Alors, mesdames et messieurs, bonsoir tous. Donc, là, comme vous le voyez, au nom de la science qui est défendue par Bistro Brain, je vous le promets, ce soir, vous aurez le pouvoir de sculpter votre cerveau à volonté. Je sais que certains, ils font l'exercice pour différentes raisons, que ce soit pour l'esthétique et pouvoir flexer sur Instagram, ou encore pour la santé et ne pas finir comme un vieux légume sur un canapé à 90 ans, ou bien pour vraiment le bien-être et la santé mentale et ne pas étrangler son directeur à 9 h le matin. Peu importe la raison que vous faites l'exercice, est-ce que vous savez que l'effet le plus fascinant de l'exercice sur nous, ça se passe là où on ne le voit pas? C'est dans le cerveau. Je vais vous expliquer ça pas à pas. En fait, on peut dire que le cerveau, c'est comme une pâte à modeler. Il est malléable et donc il change avec l'environnement. Si vous avez un environnement vraiment stimulant, donc ça va changer. Il change aussi avec l'apprentissage quand vous apprenez peut-être une nouvelle langue, un nouveau geste ou du piano. Ou encore, il peut changer avec l'expérience. Parfois, ce sont des mauvaises expériences comme un accident, par exemple. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que le cerveau, il peut changer et cette capacité de changement, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Et je pense que vous entendez parler souvent de ça. Donc, la neuroplasticité, c'est important de retenir aussi que ça fonctionne en double sens. Donc, si vous ne stimulez pas assez votre cerveau, eh bien, il va endurcir comme une vieille pâte à modeler qui, par exemple, qui traîne dans un tiroir depuis 5 ans. Eh bien, je vais vous inviter à vous lever. Je sais que c'était un peu compliqué de s'asseoir tout le monde, mais on peut se lever pour faire l'exercice. Parfait, on va le faire 3 fois. On se réassoit. Ceux qui n'ont pas eu le temps, je vous vois. Encore une fois, on se lève tout le monde. Parfait, on s'assoit. Et une dernière fois, pour faire circuler le sang. Parfait, merci. On peut se rasseoir tout le monde. Et parfait. Donc là, ça va nous mener vers les bienfaits de l'exercice. Donc l'exercice pour le cerveau, il a un effet comme de la chaleur. Il vient réchauffer cette pâte à modeler pour la rendre encore plus souple et malléable. Et donc, elle va être plus facilement sculptée. Et donc, l'exercice, il augmente la neuroplasticité. Et donc, cette augmentation de neuroplasticité, ça représente un environnement favorable pour l'apprentissage. Et là, vous allez me dire, OK, je sais, c'est très bien, mais comment je peux stimuler mon cerveau grâce à l'exercice? Et pour cela, il y a par exemple la stimulation magnétique transcrânienne qui va nous permettre de mesurer la neuroplasticité. C'est quoi? Donc, c'est une bobine qu'on va poser contre la tête et qu'on va cibler une zone dans le cerveau. Et donc, on va venir activer cette région-là. Et donc, on va mettre des capteurs parce que cette région, elle est connectée à nos muscles, par exemple aux muscles de la main. Et donc, on va mettre des capteurs pour enregistrer le signal qu'on va trouver au niveau du muscle lorsqu'on active cette aire du cerveau. Donc, pour résumer, là, vous avez donc la bobine qu'on va cibler une partie dans le cerveau, on va poser les capteurs et on va enregistrer donc un signal qui ressemble à ça. Mais si on remarque que ce signal il a changé entre avant et après l'exercice, ça veut dire qu'il y a une neuroplasticité qui a eu lieu. Eh bien, comment on va pouvoir arriver à faire ce changement-là? Donc, l'exercice, ça nous permet d'augmenter cette plasticité du cerveau et donc de réchauffer cette pâte à modeler pour qu'elle soit donc plus malléable. Mais quel type d'exercice? Comment vraiment on pourra le faire sur terrain? Donc, la première chose, quel type? Donc, vous savez, il y a plusieurs types d'exercices, que ce soit l'exercice aérobie comme la course, le vélo et tout exercice qui vous fait suer. Ou bien, il y a l'exercice de résistance où on doit soulever des pneus de tracteur ou encore le stretching. Donc, j'aimerais bien savoir, à main levée d'après vous, c'est quel type d'exercice vous pensez que ça va permettre d'augmenter la plasticité du cerveau? L'exercice aérobie, on vote une seule fois, je vous vois. OK, parfait. Est-ce que c'est l'exercice de résistance? J'ai vu quelqu'un qui a voté 2 fois. OK. Et l'étirement,
3 fois. Parfait. Donc, vous n'êtes pas loin. J'ai vu la majorité, elle a voté pour l'exercice aérobie et c'est bien ça. D'après la littérature, c'est l'exercice qui augmente le plus la neuroplasticité comparé à la résistance. L'étirement, je ne pense pas que ça fonctionne vraiment. Eh bien, là, vous me dites, OK, je vais courir derrière le bus et je vais stimuler mon cerveau. Oui, ça peut arriver si vous n'allez jamais arriver à l'heure avant de vraiment arriver vers là où vous voulez aller, parce que la durée, elle a aussi un rôle dans l'exercice, ce n'est pas que le type. Donc, d'après la littérature, c'est conseillé de faire 20 à 30 minutes d'exercice pour vraiment booster le cerveau. Donc, si on le fait juste à 10 minutes, peut-être c'est pas assez. Si on le fait plus de 40 minutes, peut-être c'est trop lent et ça va masquer les bienfaits du cerveau, donc de l'exercice sur le cerveau. Donc là, vous savez, c'est quelle durée, c'est quel donc type, mais l'intensité, on ne sait pas encore. Même dans la littérature, ce n'était pas clair. On ne sait pas si on doit faire l'exercice à une intensité faible, comme une balade de dimanche, ou bien le faire à une intensité élevée, vraiment pousser fort comme un cycliste du Tour de France, ou encore faire entre les deux à une intensité modérée, ni faible ni élevée. Donc, dans ma thèse, j'ai pu répondre à cette question et on a trouvé que ça joue entre l'intensité modérée à élevée. Donc, en gros, il faut juste pousser un peu plus fort. Après, là, on a dit, OK, l'exercice, il augmente la neuroplasticité. Mais cette augmentation de neuroplasticité, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je vais pouvoir apprendre mieux grâce à ça? Et c'est là que ça arrive, le rôle de ma deuxième étude. Mais quand je vous parle de l'apprentissage, je parle vraiment d'apprendre, par exemple, du piano, d'apprendre une danse à conduire et tout ce qui est donc gestuel. Je ne parle pas vraiment d'apprendre une langue ou un texte, etc. Donc, j'ai pu convaincre 80 personnes dans ma thèse à venir faire le test. Et donc, on a comparé le repos avec les différentes intensités et on a trouvé que les personnes, donc, elles étaient de plus en plus... donc, le cerveau, il a plus bénéficié de l'exercice, le plus l'intensité, elle était élevée. Et les personnes, elles étaient plus rapides, plus précises, elles ont plus appris donc, la tâche. Et donc, là, vous avez toute la recette pour pouvoir stimuler votre cerveau. Mais il reste un dernier détail qui est vraiment aussi important de tout ça, qui est la fenêtre du temps. Eh bien, je vous préviens que cet effet augmenté de plasticité du cerveau, il va durer entre 20 et 40 minutes du moment que vous arrêtez l'exercice. Donc, il faut vraiment profiter de cette fenêtre de temps pour apprendre quelque chose. En gros, si vous voulez rentabiliser votre temps, donc, par exemple, si vous voulez rentabiliser vos cours de danse, de conduite ou de piano, il faut faire de l'exercice juste avant, pousser un peu plus fort et n'oubliez pas votre déodorant. Merci. Merci. Ça tombe bien, on a un petit cerveau en pâte à modeler. C'est notre symbole Bistro Brain. Donc, si je comprends bien, si on rate son bus et qu'on court après, c'est le moment d'apprendre ses cours juste avant de... Ok, parfait. Est-ce qu'on va prendre quelques minutes pour des questions? Des courtes minutes? Pas de questions? Oh, on en a une là-bas. Je m'en viens. Mes grandes jambes s'en viennent. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Très intéressant. Ma question portait sur la notion de créativité. Est-ce que les activités artistiques ou culturelles ont un plus grand impact sur la neuroplasticité? Donc là, tu demandes si on fait des activités créatives, c'est ça dans le... OK. Donc le cerveau, oui, il est malléable. On peut le stimuler avec différentes donc façons, que ce soit physiquement ou mentalement. Oui, bien sûr, quand tu vas apprendre des nouvelles choses ou bien réfléchir et essayer d'être créatif, ça va stimuler ton cerveau. Et si tu veux devenir encore plus efficace pour faire tout ça, tu peux faire l'exercice juste avant. C'est ça.
On va prendre des questions plus tard pendant la pause éventuellement pour ne pas perdre trop de temps. J'en profite aussi pour vous dire que d'être attentif à l'ensemble des présentations, déjà parce que c'est très intéressant, mais aussi parce qu'il y a un quiz tout à la fin de notre soirée. Donc faites du sport, écoutez, et ensuite vous ferez répondre au quiz. On va passer à la seconde présentatrice, donc Cindy Louis Desloin, si je prononce bien. Donc elle est doctorante en sciences de la réadaptation. Oui. Donc tu as plusieurs années d'expérience de recherche et en pratique clinique et en ergothérapie. Et tu t'intéresses aux réalités des professionnels noirs dans la santé. Ah, on t'écoute. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un trépied ou non? OK. Je ne m'attendais pas à avoir un micro, vous voyez. Est-ce que vous voyez bien l'écran derrière moi? Il faudrait que je me tasse un petit peu plus. Alors, je vais inviter mon trépied à monsieur. Ouais, je fais du sport pour mieux apprendre. C'est parfait. Super. Donc, je m'appelle Cindy, comme ça a été présenté, et aujourd'hui, je vous présente Rendre visible l'invisible, donc professionnel noir en réadaptation. Alors, juste pour savoir, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà consulté en ergothérapie? À main levée. OK, c'est bien. Juste pour être sûr, est-ce que tout le monde sait c'est quoi l'ergothérapie? Oui? Cool. Donc, juste pour préciser, l'ergothérapie, c'est une profession qui aide donc les personnes à continuer leurs activités quotidiennes malgré des problèmes dans leur état de santé. Et sinon, donc la plupart n'ont pas consulté en ergo, mais est-ce que tout le monde a déjà connu quelqu'un qui a changé d'emploi ou eu un enfant ou même qui vieillit? Tu sais, chaque année, on a une bougie de plus, un genou qui fait mal. Fait que, tu sais, c'est pour donner le message que finalement, l'ergothérapie, c'est une profession qui nous touche tous et c'est pourquoi elle est si importante. Pourtant, la réalité, mon trépied bouge, la réalité des professionnels noirs, elle est souvent en coulisses. Mais ce soir, on laisse les feux sur les professionnels noirs. Alors, imaginez qu'on regarde la rue. Vous vous rappelez, quand on était jeune, on jouait à voiture jaune. Donc, on essayait de trouver des voitures jaunes là dehors. Bon, ça trahit un peu mon âge parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Tu sais, les voitures, c'est plus neutre, c'est gris. Fait que, on va dire, ça arrive à cause qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus standards ou qui sont plus normalisées. Donc là, on va dire que cette rue-là, c'est une rue où est-ce qu'il y a juste des professionnels de la santé en réadaptation. Fait que là, selon des données de 2023 aux États-Unis, on pourrait essayer de trouver des voitures jaunes. Donc, on reste à l'affût, on regarde. Et en fait, on pourrait voir jusqu'à 95 voitures grises avant de croiser une voiture jaune. Et ça, ce n'est pas juste une interprétation, c'est une réalité. Dans le fond, être un professionnel noir en réadaptation, c'est être comme cette voiture jaune. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, 95% des professionnels en réadaptation, en ergo et en physio, sont des personnes qui ne sont pas des personnes noires et le reste, 5%, le sont. Donc, ce que les chiffres démontrent, c'est qu'il y a une sous-représentation des personnes noires en réadaptation. Et cette sous-représentation-là, ce n'est pas juste d'être minoritaire ou une question de chiffres, c'est aussi une question de visibilité. Donc, ce que ça veut dire en concret, c'est que comme on est, si on est minoritaire, alors nos réalités se fondent dans la masse et sont plus susceptibles d'être moins vues ou moins entendues. Et honnêtement, vivre et voir tout ça, ça m'a un peu exaspérée. J'avais un peu cette face-là en commençant ma pratique en ergo. Et après, ça m'a intéressée au fait qu'il n'y a pas vraiment de données sur les professionnels noirs au Québec. Donc, ça m'a amené à décider de faire un projet de doctorat qui évalue ces réalités-là, mais surtout en lien avec les injustices et les discriminations qui peuvent être vécues, qui peuvent être liées à ces réalités-là. Mais au fait, c'est quoi une injustice puis une discrimination? En fait,
une injustice, c'est toute situation qui crée une inégalité entre des groupes à cause de rapports de pouvoir. Fait que ça peut être des pratiques, des façons de faire, des règlements. Alors que dans la discrimination, c'est une forme d'injustice qui cible les caractéristiques vraiment de la personne. Donc, qui font en sorte que cette personne-là est traitée de manière différente, que ce soit consciemment ou inconsciemment, par exemple à cause de son identité de genre ou de son origine, de son âge, de sa couleur de peau, etc. Donc, les injustices et les discriminations sont évidemment liées avec certaines réalités que peuvent vivre les professionnels noirs. Donc, c'est pour ça que ce sont deux concepts que j'utilise dans le cadre de mon doctorat. Et pour explorer ces réalités-là, dans le fond, on a utilisé des méthodes créatives qui demandaient aux professionnels de fournir des images qui illustrent leur réalité vécue ou ressentie par rapport à leur milieu ou leur pratique professionnelle. Fait que j'ai exploré ces questions-là auprès de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes lors de groupes de discussion ou d'entrevues individuelles. Ici, il y a un exemple d'une image qui a été soumise. Et dans le fond, quand on regarde cette image, tout le monde voit quelque chose, ressent une image ou ressent une émotion ou fait une interprétation de ce qui est véhiculé. Donc, jeu de mots très intentionnel ici. Et en fait, c'est pour illustrer la richesse de cette méthode. C'est-à-dire que chaque personne vraiment utilise le pouvoir du narratif et de l'illustration pour raconter sa propre histoire et sa propre réalité. Donc, en explorant finalement ces entrevues, j'ai parlé avec près d'une vingtaine de personnes et des idées clés ressortent, donc notamment l'identité en tant que professionnel noir, les perceptions de sa profession, les microagressions, des injustices, des dynamiques avec son entourage au travail, les impacts sur le bien-être, les réactions et stratégies qui peuvent être utilisées et la conscientisation. Par exemple, au niveau de l'identité en tant que personne noire dans son travail, il y a des personnes qui mentionnaient des tensions entre le désir et la volonté d'être authentique à sa propre personne, mais de ne pas pouvoir l'être en étant complètement accepté ou de pouvoir s'intégrer dans son milieu à part entière. Ou sinon, une influence de comment la personne a grandi dans son contexte ou dans son pays d'origine, qui faisait qu'il y avait des repères culturels qui étaient différents et qui créaient finalement des différences, non seulement avec la façon d'interagir avec les collègues, mais aussi avec les patients, surtout en ergothérapie où on est dans le quotidien des personnes, c'est très ancré dans la culture, donc ça pouvait créer des impacts sur la pratique. Donc là, ça, c'est des idées qui émergent, des données. Les analyses ne sont pas terminées, mais ça donne une idée déjà de ce qui ressort. Et au niveau des injustices et discriminations, donc au niveau des injustices, il y a 3 idées. Merci. Parce que finalement, je n'utilise comme pas mon... Fait qu'il y a 3 vécus qui ressortent. Donc, l'isolement, lourdeur et l'invalidation. Donc, au niveau de l'isolement, il y a beaucoup de solitude, surtout qu'il y a plusieurs professionnels qui disent qu'ils sont les seuls de leur milieu. Donc, cette sous-représentation-là fait que c'est difficile de rencontrer d'autres professionnels noirs avec qui réseauter. Au niveau de la lourdeur, il y a une certaine hypervigilance sur le fait d'avoir peur de se faire stéréotyper, d'être jugé. Donc, ça crée une autocritique qui est très sévère envers soi-même. Donc, des exigences élevées au niveau de la productivité, de ne pas avoir droit à l'erreur, mais surtout aussi à cause d'une certaine charge raciale, c'est-à-dire de sentir qu'on ouvre la voie. Souvent, si on est le premier professionnel noir, que là, pour qu'ils en embauchent d'autres, il faut que je sois irréprochable, mais aussi que je prenne en charge plus de patients pour pouvoir avoir une approche culturellement sécuritaire, mais qui crée aussi une charge. Sinon, au niveau de l'invalidation, il y a des remises en question des compétences, la minimisation et l'invisibilisation des expériences qui font que les professionnels peuvent se sentir mis à part. Par exemple, une participante mentionnait que une de ses collègues disait « Bon, tu ne vis pas vraiment d'enjeu, toi », alors que justement, elle aurait voulu en parler. Donc, c'est le fait de ne pas avoir la parole sur ses propres vécus. Au niveau des discriminations, il y avait 2 expériences qui ressortaient un peu plus, donc les micro- et macro-agressions.
Donc, les microagressions, c'est comme des gestes ou des paroles qui sont parfois banalisés, mais qui dévalorisent, comme des gestes comme toucher les cheveux sans le consentement ont été mentionnés, ou des personnes qui se font oublier lors d'invitations à des rencontres. Ou sinon, des remarques sur l'apparence physique ou sur l'accent ou la langue, notamment d'être surpris d'une maîtrise du français. La macroagression, c'est comme des pratiques plus institutionnalisées qui dévalorisent aussi. Et donc, une participante mentionnait des règles comme des codes vestimentaires qui étaient ciblés envers elle, mais pas envers ses collègues qui ne sont pas des personnes noires, mais aussi une surveillance plus accrue concernant les livrables qui sont à fournir, donc encore une fois sur le fait de devoir prouver un peu plus ses compétences. Sinon, dans leurs mots, ce que les participants ont mentionné, ici on a l'exemple d'une ergothérapeute, ici c'est un pseudonyme, qui dit « J'ai l'impression que l'une des plus grosses barrières, c'est changer les habitudes. Il y en a qui peuvent dire « Tu sais, avant on disait ça, puis ça passait bien. Pourquoi maintenant c'est un problème? » Et à ça, une autre participante du groupe lui a répondu je pense un peu à la même chose, le « c'est pas grave ». Le comprendre pourquoi c'est pas grave. Des fois, je pense qu'on est notre propre obstacle à ça, parce que, comme je disais tantôt, on n'a pas le goût de s'arrêter pour l'expliquer, le pourquoi. Et finalement, l'ergothérapeute a conclu avec exact de ne pas avoir la responsabilité de devoir faire être, je sais pas, la porte-parole des droits. On a le droit aussi de juste exister. La contrepartie, c'est que si ce n'est pas nous qui le fait, qui va le faire? Donc, alors, pourquoi s'intéresser spécifiquement aux personnes noires? Ben, en fait, c'est simple. C'est parce qu'au Canada, la majorité de celles-ci vit du racisme au travail. Au Canada, plus de 80% des professionnels noirs, donc 8 personnes sur 10 quand même, rapportent un incident de racisme en milieu de travail en 2023, ce qui est une hausse de 10% par rapport à 2022. Et spécifiquement en santé, les professionnels de santé noirs subissent plus de discrimination que d'autres ethnies selon des données d'une étude. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'essayer de s'intéresser aux réalités spécifiques aux communautés noires. Et donc, on peut dire que visibiliser ces réalités nous rapproche de l'équité dans le système de santé québécois, mais davantage, visibiliser ces réalités améliore les soins pour tous, pas seulement pour les communautés racisées, parce qu'il a été démontré qu'une bonne gestion de la diversité dans les équipes traitantes améliore la qualité et l'équité des soins. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette première étude sur ce sujet au Québec. Et ça répond à un besoin parce que, comme on est dans notre province, 25% de la population noire au pays, c'est un bassin important où combler ce manque. Donc, pour conclure, oui, des professionnels noirs en réadaptation, il y en a peu. Par contre, leur réalité mérite d'être vue et les visibiliser, c'est déjà mettre en scène l'équité. Donc, le projet est financé, évidemment, et là, j'ai des références si jamais ça peut intéresser. Et sinon, j'ai plusieurs sujets qui m'intéressent, mais sinon, je vous remercie pour votre écoute. Merci. On a le temps pour une question. Oui. Merci pour la présentation. Je voulais savoir, dans les candidats qui ont été questionnés, est-ce qu'il y a eu une différenciation entre personnes immigrantes et personnes nées au Canada, ou est-ce qu'il y a eu une différence? Est-ce que ça a été pris en considération? Parce que je pense que ça peut être une accumulation de vulnérabilité ici si c'est immigrant et encore une personne qui subit des comportements ou qui est racisée au travail. Merci pour la question. Oui, évidemment. Donc, moi, j'utilise beaucoup le concept de l'intersectionnalité qui réfère au fait de croiser finalement les expériences d'oppression. Et c'est beaucoup ressorti
surtout pour les repères culturels. Il y en avait beaucoup qui disaient, ben, comme je suis née ici, je peux parler avec un accent qui s'adapte et finalement, sinon j'ai des repères qui sont communs avec des personnes de la communauté plus québécoise. Et ces repères-là n'étaient pas les mêmes pour les personnes immigrantes qui avaient connu d'autres réalités. C'était surtout ça qui ressortait, mais aussi au niveau de l'accent qui peut être un peu plus fort. Donc, ça accumule finalement les marqueurs de différenciation qui peuvent mener à se faire discriminer, le fait d'avoir un statut d'immigration. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. On va maintenant faire une courte pause de 10 minutes. Donc, il est sur mon téléphone, il est 19h04. Donc, on va arrondir à 19h05. Donc, on va reprendre à 19h15. À tout à l'heure. J'espère que vous avez tous pu profiter un peu de la pause. On va essayer de continuer pour ne pas finir à 23h. Donc, on va commencer en continuant de présenter les collaborateurs pour la soirée. Donc, je vais accueillir, on va commencer par Michel qui va présenter le CREGES. Donc, le CREGES, parce que j'ai tous les acronymes, le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Alors, bonjour, bonsoir. Alors, le CREGES s'intéresse aux enjeux sociaux liés à la vieillesse et au vieillissement. Le CREGES réunit 38 chercheurs, 78 étudiants de 16 disciplines différentes, par exemple, principalement en travail social, en sciences politiques, en communication, en anthropologie, qui proviennent de 9 universités québécoises. Le CREGES réunit aussi 4 praticiens, praticiennes, chercheurs et de nombreux collaborateurs, collaboratrices de différents milieux de pratique, dont le milieu communautaire, de l'économie sociale, le réseau public de la santé et des services sociaux, puis des milieux de recherche au Canada et à l'international. Tous ces acteurs-là poursuivent une même mission d'améliorer la situation des personnes âgées et les services et les pratiques qui leur sont destinés. Puis par pratique, on entend autant, par exemple, des interventions psychosociales auprès d'individus que le développement de programmes et l'élaboration de politiques publiques. Et puis, pour celles et ceux que ça peut intéresser, il y a une feuille au bord du bord pour s'inscrire à l'infolette du CREGES. Merci. On va ensuite accueillir Vanessa, je ne me trompe pas de prénom, pour le CRESP, c'est le Centre de recherche en santé publique. Ce soir-là, il faut que je pratique mes acronymes. Merci. Je vais essayer de me mettre quelque part où est-ce que je n'ai pas le projecteur dans les yeux. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa Simic, je suis la gestionnaire du Centre de recherche en santé publique, le CRESP. Aujourd'hui, je me prête à l'exercice pour vulgariser ce qu'on fait. Donc, en gros, la mission du CRESP est de comprendre ce qui influence la santé des populations pour mieux la protéger et l'améliorer. La vision du CRESP inclut les humains, les animaux, l'environnement, ainsi que les interactions entre ces différents éléments. Au CRESP, on part du principe que la santé humaine ne peut pas être pensée isolément. Elle est influencée par nos habitudes et conditions de vie, par les aménagements physiques qui nous entourent, par les changements environnementaux qui se produisent, ainsi que par les décisions gouvernementales ou politiques qui nous gouvernent, pour donner quelques exemples. L'objectif n'est pas seulement de produire de la recherche, mais de la coproduire avec les acteurs impliqués sur le terrain et de transformer les connaissances scientifiques en actions utiles pour la société. Ce qui fait la force du CRESP, c'est son approche pluridisciplinaire, où des experts de différents domaines travaillent ensemble pour aborder des questions complexes. En résumé, le CRESP, c'est un centre où la science, la société et l'environnement se rencontrent avec une ambition claire: améliorer durablement la santé des populations en prenant soin de toutes les variables qui forment notre écosystème. Merci. Merci. Puis enfin, on va accueillir Jill, c'est ça, qui va nous présenter l'Institut universitaire Sherpa. Bonsoir tout le monde. J'ai fait sursauter ma famille quand j'ai dit que j'étais dans un bar ce soir pour la science. Alors,
Je suis contente que le Sherpa me permet de faire ça de temps en temps. Je vous présente le Sherpa. On est un institut de recherche. On a un mandat pan-québécois comme les autres centres, mais on est basé dans le quartier Parc Extension ici à Montréal. Notre mandat, c'est de faire de la recherche appliquée, de faire la mobilisation des connaissances pour l'accès des populations immigrantes et les communautés culturelles minorisées ici au Québec aux soins de santé et services sociaux. On travaille avec des partenaires dans le réseau public, évidemment, mais aussi beaucoup avec les groupes communautaires. Et nos cinquantaines de membres et quelques centaines d'étudiants, on travaille ensemble avec nos partenaires du milieu de pratique pour faire des activités comme monter des formations, préparer des outils d'intervention. On travaille beaucoup sur la promotion de l'intervention interculturelle dans le réseau public et communautaire. Et juste quelques exemples de projets qu'on a actuellement. On travaille présentement sur un projet sur comment le milieu de pratique peut mieux accueillir les professionnels de santé, surtout les infirmières qui sont diplômées hors Canada. Comment est-ce qu'ils peuvent bien les accueillir au sein de leur équipe, les aider à s'ajuster au nouveau milieu de pratique et diminuer leur exposition aux situations racistes qui peuvent se passer dans le milieu. On a aussi des projets qui touchent comment mieux appuyer les proches aidants de différentes communautés culturelles et prendre en compte leurs besoins culturels, religieux et aussi leur expérience sociale comme parfois groupe marginalisé culturellement au sein de notre société. Alors, on est content d'être là. On a un bon gang en arrière et merci beaucoup à tout le monde pour vos belles présentations. Merci. Vous êtes venus en renfort avec plein de partenaires. Donc, on va continuer avec les présentations. On va continuer avec Julien Gauthier-Mongeon, ça se prononce bien comme ça? Parfait. Donc, qui est doctorant à l'INRS en sociologie de la famille et qui est assistant de recherche au Centre de recherche et d'expertise de gérontologie sociale, justement. Et il travaille pour faire des mises en œuvre politiques pour contrer la maltraitance au sein des instituts de santé au Québec. Puis il va nous parler de belle-mère, de belle-grand-mère d'ailleurs. Je vous laisse avec Julien. Est-ce que j'ai le petit? Ah. Il est là. Comme tu es grand, il faut que tu te mettes pour la vidéo. Comme ça, là? Bonsoir, bonsoir. Donc, imaginez un jeune enfant qui parle de sa grand-mère, cette femme qu'il connaît bien, cette femme qui le chérit, bref, une femme qui connaît par cœur le nom de son émission de télé préférée, Passe-Patrouille. C'est ça, Passe-Patrouille, non? Mais sur papier, cette grand-mère n'a pas le titre de grand-mère biologique. À main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient un enfant dont la grand-mère n'est pas la grand-mère biologique? Eh bien voilà, c'est un peu la question que j'aimerais poser ce soir, à savoir, qui décide c'est qui fait partie de la famille? En 2026, les familles recomposées, c'est un phénomène bien connu, voire banal. Mais les relations à l'intérieur de celles-ci, c'est souvent un peu le Far West. Hein? On connaît bien l'image du beau-père, de la belle-mère, ce qu'on appelle la marâtre, les mauvaises langues. Mais qu'en est-il maintenant de la belle-grand-mère? Pour le dire simplement, une belle-grand-mère, c'est une personne qui s'est remise en couple avec un grand-parent à la suite d'un épisode de recomposition familiale, c'est-à-dire divorce, séparation.
Donc, oui, c'est ça. Dans ma recherche, je me suis intéressé à ces belles grand-mères qui ont joint la famille à un moment précis de leur vie sans l'avoir nécessairement voulu. Elles sont arrivées après coup dans une histoire familiale déjà écrite, du moins en partie. C'est un peu comme arriver à la dernière saison d'une télésérie. Au départ, tu comprends à peu près ce qui se passe, mais tu ne sais pas pourquoi tout le monde est fâché contre mon oncle Paul. Donc, à ces femmes, ces belles grand-mères que j'ai rencontrées, j'ai posé la question suivante. Qui considérez-vous comme faisant partie de votre famille? Et à cette question-là, s'en est suivi une autre, tout aussi importante. Quel est votre rôle au sein de la famille? Le résultat central de mon étude, en fait, c'est que le lien au sein de la famille, ce n'est pas quelque chose qui se construit automatiquement. C'est vraiment quelque chose qui se bâtit petit à petit, brique après brique. Parce que la famille, c'est un chantier en permanente évolution, en permanente construction. Mais attention, pour bâtir, il faut avoir des plans. Et comme on va le voir, les plans peuvent varier, différer selon le profil des belles grand-mères que j'ai rencontrées. Notamment, un des résultats centraux qui ressort de l'étude, c'est que toutes n'ont pas la même définition de la famille. Un petit pourcentage définit la famille à partir des liens biologiques, donc une conception plus classique de la famille. Mais, effet étonnant, une grande majorité définissent la famille à partir de la qualité et la fréquence des liens entre les membres de cette même famille. Donc, les gens que je côtoie, que je fréquente sur une base régulière, c'est eux, ma vraie famille. Et comment ça se traduit concrètement? En fait, c'est au niveau des appellations. Pour certaines belles grand-mères, elles vont tout simplement refuser les étiquettes classiques pour définir leur lien. Donc, au lieu de dire « beau-fils »,« belle-fille » ou « beau petit-enfant », elles vont dire « mes enfants »,« mes petits-enfants ». Elles le font pour témoigner d'une proximité avec ces gens, mais aussi pour des considérations pratiques. Parce qu'on va se le dire, devoir expliquer ton arbre généalogique à la caissière du dépanneur, c'est compliqué. Puis si ça se trouve, le monsieur impatient en arrière, il attend juste une occasion pour te lancer une canne de bine par la tête. Les mots utilisés par les belles grand-mères, c'est un peu le thermomètre de la relation sociale. On passe d'une relation chaleureuse avec un mamie bien senti à un froid éolien, avec le fameux « Ah, ça, c'est juste la blonde à grandpa ». Mais si les mots comptent autant, c'est parce qu'ils font plus que nommer. Ils révèlent le niveau de proximité de la personne et de la façon dont elle est reconnue au sein de la famille. C'est un peu le même principe qu'un brigadier scolaire. Tant qu'il porte son dossard jaune fluo, c'est une figure d'autorité. Mais si tu lui enlèves son dossard, ça devient juste un monsieur fâché qui crie sur les voitures dans la rue. C'est pas chic. Parfois, c'est la belle grand-mère elle-même qui demande à être appelée selon une étiquette spécifique, comme cette femme que j'ai rencontrée qui revendiquait le titre de grand-mère artificielle, pour bien marquer la différence entre sa situation et celle des grand-mères biologiques, afin d'éviter toute source potentielle de conflit. On va donc nommer, identifier, ça permet de clarifier les rôles au sein de la famille et ça a son importance. Sauf que la chaleur, la reconnaissance, ce n'est pas toujours synonyme de sécurité et plusieurs belles grand-mères que j'ai rencontrées me l'ont bien signifié. Même si elles se sentent acceptées, accueillies par tout un chacun au sein de la famille, elles sentent qu'elles sont sur un genre de siège éjectable, c'est-à-dire qu'à la moindre occasion, elles pourraient être écartées de la famille. Comme cette femme que j'ai rencontrée qui me l'a dit en ces termes, « J'ai beau être là tout le temps, je sens que si ça brasse, je vais être la première à disparaître du jour au lendemain. C'est comme si mon rôle ne tenait qu'à un fil parce qu'en réalité, je ne suis pas vraiment une grand-mère. » Pour ces femmes, le secret de l'intégration, ça passe par une proximité émotionnelle, mais également une proximité au niveau géographique. Habiter non loin des petits-enfants, ça permet de les garder sur une base régulière et de développer des occasions de renforcer les liens.
Comme le dit l'une des participantes, si tu es là quand ils ont besoin de toi, ça change tout. Moi, j'étais à 2 coins de rue, alors je suis toujours la solution rapide pour aller garder les petits-enfants. Et ça me fait plaisir. Certaines expliquent en détail que le lien est fort parce qu'elles étaient présentes dès le départ, c'est-à-dire à la naissance des beaux petits-enfants, ce qui a permis le développement d'une relation au fil du temps. Et c'est particulièrement le cas dans mes entretiens de ces femmes qui ont également vécu dans le passé avec les parents des beaux petits-enfants, soit en cohabitant avec eux, soit en les voyant sur une base régulière, de sorte qu'elles ont pu s'insérer très tôt dans une histoire familiale commune. Et dans certains cas, les parents disent même que la belle-grand-mère est plus grand-mère que la vraie grand-mère. Ça commence à être compliqué. C'est le cas notamment dans mes entretiens de ces familles dans lesquelles la grand-mère biologique est peu présente, voire absente, soit à cause d'un décès ou en raison de disputes familiales. Bref, la biologie, ça te donne le titre officiel, mais être capable d'écouter la Reine des Neiges en boucle sans faire de dépression nerveuse, ça donne la reconnaissance suprême. Autre point important, ces femmes développent un art très fin de la retenue, c'est-à-dire être présente, mais ne pas empiéter sur le rôle des parents, particulièrement les mères. Ne pas intervenir directement dans l'éducation des petits-enfants, mais rester présente à distance de façon prudente. Cette retenue, c'est souvent décrit par les femmes que j'ai rencontrées comme une règle intériorisée, parfois coûteuse, mais jugée nécessaire pour maintenir l'équilibre au sein de la famille. Comme le souligne cette participante, même quand je vois des choses qui me dérangent, je me dis, c'est pas mon rôle d'intervenir auprès des petits-enfants, ça me démange vraiment, mais je ne veux pas briser le lien avec ma belle-fille. Cette retenue, c'est une stratégie pour préserver l'équilibre de la famille, mais elle ne protège pas de tout parce que même avec les meilleurs efforts du monde, il peut arriver parfois que les liens se brisent. Certaines belles grand-mères racontent des ruptures nettes survenues à des moments précis, des rassemblements familiaux, des choses comme ça, des moments qui marquent un avant et un après. Donc ici, belle grand-mère, c'est d'aimer, mais pas toujours de façon constante, d'être aimé, mais pas toujours de façon constante. Comme le dit cette femme que j'ai rencontrée, j'avais beau être très présente et appréciée de tous les petits-enfants. Les liens se sont brisés après une chicane avec les parents durant un souper de Noël. Du jour au lendemain, je n'étais plus invité aux fêtes. Alors oui, il y a des moments lourds, des liens qui se brisent, des Noëls qui marquent un avant et un après, mais attention, ce n'est pas que des drames, parce que les femmes que j'ai rencontrées font beaucoup d'efforts de leur côté pour maintenir les liens, s'impliquer à différents niveaux au sein des familles, et elles le font parfois de façon assez rigolote. Comme me l'a dit l'une de ces femmes que j'ai rencontrées, je suis peut-être juste une grand-mère artificielle, mais je suis une grand-mère pareille. La preuve, je fais un excellent sucre à crème et j'ai déjà tricoté des chandails qui piquent. Après tout, qu'est-ce qu'on retient? Être grand-mère dans ses familles, ce n'est pas un titre automatique, c'est quelque chose qui se développe de façon progressive et c'est un rôle qui est souvent réajusté, parfois remis en question. Dans le fond, ces résultats posent une question plus large. Ici, la famille, ce n'était pas juste une question de statut sur papier, mais bien une question de gestes concrets dans le quotidien, une relation qui se développe dans l'action, jour après jour, et surtout, qui n'est jamais gagnée d'avance. Merci pour votre attention. On va avoir le temps pour une question. Oui, j'accours aussi vite que je peux. Alors, merci pour la présentation. J'ai beaucoup aimé la dose d'humour qui était juste qui avait bien soutenir le propos. Je me demandais de quelle façon s'est fait le recrutement, comment on trouve ça, des belles grand-mères, et quels ont été les défis autour du recrutement dans ton projet? J'arrive. C'est un échantillon de convenance qu'on appelle. Donc, je connaissais une personne qui connaissait quelqu'un et là, de fil en aiguille, ça a déboulé. Et j'ai été chanceux dans mon cas. C'est vraiment comme ça que j'ai procédé pour le recrutement et ça a très bien fonctionné.
Donc, oui, j'avais des appréhensions au début, mais non, j'ai été agréablement surpris. Ouais. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir voir nos présentateurs tout à la fin, mais pas pendant les quiz parce qu'il ne faut pas tricher. On va maintenant écouter la prochaine présentatrice, donc Juliette Duc, parfait, donc qui est doctorante. Quel succès! Qui est doctorante en santé publique à l'Université de Montréal, et son centre de recherche est rattaché au centre de recherche en santé publique. Et tu vas nous parler donc des variations des besoins et des accès dans l'utilisation des soins chez les personnes âgées. On t'écoute. Merci, bonsoir. Alors oui, moi ce soir, je vais vous parler de vos données qui me permettent d'étudier vos besoins de santé. Il y a une petite lumière. Je réessaie. C'est bon? Non? Allô? 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 C'est bon? Ouais, oui, je pense. Donc, pour débuter, j'ai une question pour vous. Levez la main si, au cours de la dernière année, vous avez eu des problèmes de santé, mais vous avez abandonné l'idée de consulter. Peut-être parce que... il y a pas mal de monde. Ça représente quand même la statistique que j'ai trouvée. Donc, en fait, au Québec... il y a un sondage récent qui montre qu'une personne sur deux a abandonné l'idée de consulter alors qu'ils avaient un souci de santé. Et en fait, pourquoi c'est un problème? Parce qu'à ce moment-là, pour vous, vous aviez un besoin qui était bien réel. Mais en fait, si le système de santé ne va pas vous voir si vous ne franchissez pas les portes d'un centre de soins. Et donc, en fait, si vous n'apparaissez pas dans les données, on ne sait pas que vous avez un besoin de soins. Et ensuite, ces données, elles sont utilisées pour répartir les ressources sur le territoire. Donc, on se retrouve un petit peu dans une boucle sans fin. C'est un petit peu comme si vous aviez un puzzle de 1000 pièces et il n'y avait que 500 pièces dans votre boîte. Vous n'aurez jamais l'image finale. Et en fait, cette image, elle représente vos besoins de santé. Mais alors, depuis le début, je parle des besoins de santé. Qu'est-ce que c'est en fait un besoin de santé? Ce n'est pas simplement le fait d'avoir mal au genou ou alors d'aller chez le médecin. Scientifiquement, un besoin de santé, c'est l'écart qui existe entre votre état de santé actuel et l'état de santé que vous pourriez atteindre si vous receviez les bons soins. Et ce n'est pas un état qui tombe du ciel. En fait, il dépend d'un équilibre entre de nombreux facteurs. Donc, que ce soit votre biologie, votre environnement, votre soutien social, vos habitudes de vie, mais aussi l'endroit où vous vivez. Pardon. Et donc, en fait, pour étudier votre santé et vos besoins de santé, on va chercher à représenter l'image qui va représenter tous ces besoins. Et Pardon, j'ai un blanc. Et donc, en fait, c'est ici que j'interviens. En fait, c'est mon objectif de recherche. Moi, je cherche à combiner différents types de données qui vont me permettre d'étudier vos différents besoins de santé et ensuite voir, en fait, si les ressources qui sont présentes sur le territoire permettent de répondre à ces besoins. Et donc, ce soir, en fait, je vous propose de reconstruire ensemble votre casse-tête qui va me permettre d'avoir l'image globale de vos besoins de soins. Et donc, pour ça, on va aller commencer par aller chercher toutes les pièces de notre puzzle. Voilà, c'est bon. Donc, déjà, imaginons par exemple que la table ici, elle représente les seules personnes de la pièce qui ont vu un professionnel de la santé. Donc, par exemple, pour l'exemple, disons que madame, vous avez de l'hypertension
et vous consultez quelques fois par an votre professionnel de la santé, votre médecin, pour ajuster votre médication. Puis, disons que Oui, monsieur. Disons que, par exemple, vous avez été hospitalisé pendant plusieurs jours suite à un remplacement de la hanche, pour un remplacement de la hanche. Et puis, madame, félicitations, vous êtes en bonne santé, mais dernièrement, vous avez été à l'urgence pour une douleur abdominale. Donc là, en fait, on a 3 personnes avec 3 situations qui sont extrêmement différentes, mais vous laissez toutes des traces dans le système de santé via vos dossiers médicaux. Et en fait, ces résultats, ce sont des données cliniques qui permettent de documenter l'ensemble de votre prise en charge. Mais ce n'est pas les seules informations que vous laissez dans le système de santé. Il y a aussi des données administratives qui sont récoltées. Ces données, elles nous permettent par exemple de voir quand est-ce qu'a commencé votre séjour, combien de temps est-ce qu'il a duré, par exemple, dans quel service est-ce que vous avez été hospitalisé, ou alors quel était le diagnostic principal qui a été associé à cette hospitalisation. Ces données, on les appelle les données clinico-administratives. Et en fait, pour moi, en recherche, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'en fait, elles me permettent vraiment de voir l'utilisation des services de millions d'individus. Grâce à ça, je peux par exemple savoir quel type de patient consulte le plus souvent, ou pour quel type de problème, ou alors quelles sont les régions où il y a le plus d'hospitalisation. Donc là, on vient juste de récupérer notre première pile de pièces de puzzle. Mais je voulais quand même juste vous rassurer, c'est des données qui sont quand même extrêmement protégées. Et donc, pour y accéder de manière sécuritaire, on doit déposer des gros dossiers où on justifie tous nos projets de recherche. Et quand on va récupérer les données de recherche, elles sont totalement anonymisées. Et donc, on ne pourra pas vous identifier. Donc là, en fait, on vient de trouver les besoins de santé des personnes qui sont à cette table-là. Mais est-ce que ça signifie que toutes les autres personnes dans la salle, vous n'avez pas de besoin de santé? Tout va bien? Non. Donc, comment je fais, moi, pour savoir un petit peu quels sont vos besoins de santé? Le plus simple, c'est directement de venir vous poser la question. Je peux venir vous demander, sur une échelle de 1 à 5, comment est-ce que vous évalueriez votre santé? Ou alors, la question que je vous ai posée au tout début, depuis la dernière année, est-ce que vous avez eu un problème de santé, mais vous n'avez pas pu consulter? Donc là, en fait, je suis en train de réaliser une enquête populationnelle. Ça veut dire que je réalise un sondage auprès d'un échantillon de personnes qui ont été choisies pour représenter l'ensemble de la salle. Et grâce à ça, j'ai une image globale de la santé et des besoins de toutes les personnes dans la salle. Ça constitue notre deuxième pile de pièces de puzzle. L'avantage de ces pièces, de ces données-ci, c'est qu'elles me permettent d'avoir des informations, par exemple, sur les comportements qui vont avoir une influence sur votre santé, ou sur les besoins que vous avez ressentis, ou alors sur, par exemple, les besoins qui n'ont pas été comblés. Par contre, elles dépendent aussi du fait que je vous ai posé la question à vous, et pas à quelqu'un d'autre, à votre mémoire. Et en fait, comme aussi elles sont basées sur les besoins qui sont ressentis, ça ne représente pas tout. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez peut-être un sportif qui a tendance à sous-estimer ses blessures qui vont finir par passer, ou alors un homme qui avait l'air en fin de vie alors qu'il n'avait qu'un rhume. Et donc ensuite, il nous manque notre troisième pile de pièces de puzzle. Donc, ces informations, c'est où est-ce que vous vivez. Ce sont des données géographiques qui nous renseignent sur, selon où est-ce que vous habitez, est-ce que vous habitez plus ou moins proche des services de santé. Par exemple, si vous avez les mêmes problèmes de santé que la personne qui est assise juste à côté de vous, mais que vous habitez à 5 minutes d'une clinique, mais la personne à côté de vous, elle habite à 1 heure de transport, vous n'aurez pas les mêmes besoins de santé. Et en fait, ces données, elles me permettent de relier vos besoins de santé aux ressources qui sont présentes dans votre environnement et donc de mieux comprendre aussi pourquoi il y a certains besoins qui restent invisibles. Donc là, on a toutes nos piles de puzzle et comme vous voyez, en fait, les différents types de données, ça apporte différents types de données qui apportent des informations qui sont différentes. Et c'est seulement en les combinant qu'on peut avoir l'image globale de tous vos besoins de santé. Donc félicitations, on vient de finir notre petit puzzle sur vos besoins.
Et en fait, ça, c'est mon quotidien en tant que doctorante. Je fais de l'analyse de données, donc je passe beaucoup de temps à assembler ensemble des pièces de données. À côté de ça, maintenant, les puzzles ou les casse-têtes de 1000 pièces, ça me paraît extrêmement relaxant. Et donc, en fait, c'est ça. Mon objectif, c'est d'assembler toutes ces données pour avoir vraiment l'image complète de vos besoins de santé, que vous ayez franchi ou non le pas d'une clinique ou du système de santé. Et ensuite, j'utilise cette image globale pour la comparer avec les ressources de santé, la distribution de ces ressources et aussi l'utilisation des soins. L'objectif, en fait, c'est d'essayer de placer les ressources de santé là où vous en avez vraiment besoin et plus simplement là où vous avez l'habitude d'aller pour que, au final, le système de santé ne passe plus à côté de certains de vos besoins. Merci. Merci beaucoup, vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y aurait une question? Qui sait que... Alors, commencez pas à nous dire tous vos besoins de santé parce que ça, je pense que t'en as assez dans tes journées. Pas de questions? Ou ça sera pour plus tard, peut-être? Très bien. Merci. Parfait, parfait. Maud est ici, donc on va accueillir Maud Arsenault, c'est ça? Ça se prononce comme ça? Donc qui est stagiaire postdoctorale à la faculté de foresterie, géographie et géomatique, mais il y a un lien avec la santé, attendez. Elle est membre étudiante de l'Institut universitaire Sherpa, c'est bien correct, et elle va nous parler du parcours de réadaptation des travailleurs qui ont été blessés au travail, c'est bien ça? Parfait, on l'écoute. Tout le monde avait vraiment des beaux PowerPoint. Je suis comme le boomer des PowerPoint. On a-tu une petite affaire pour changer les... Ouais. Donc, c'est ça. Moi, je vais vous parler de mes travaux de thèse. Je pense que vous êtes les premiers qui allaient entendre la globalité de ce que j'ai fait dans les dernières 7 ans. Donc, c'est des travaux qui portaient sur le parcours des travailleurs immigrants qui ont eu des accidents de travail. Fait que tout a commencé quand j'étais en train de faire une ethnographie dans une clinique de réadaptation. L'ethnographie, c'est un type de recherche qui fait qu'on est sur le terrain puis que nos données, on les recueille avec nos observations. Donc, j'étais sur le terrain quand je parlais, c'était sur un autre projet, sur un projet qui n'était pas ma thèse encore. Puis là, je parlais aux travailleurs immigrants, puis il se passait quelque chose. Je leur parlais, puis à un moment donné, j'étais même en train de leur demander qu'est-ce qu'ils avaient fait le week-end, puis ils me répondaient « Non, mais je vous jure, moi, j'ai toujours travaillé fort, moi, je paye toujours pour ce que je prends, puis je vous jure, j'ai jamais menti. » J'étais comme ça, pas rapport avec ce que je parle, tu sais. Excusez. Fait que c'est là que je me suis rendu compte, ces gens-là, ils se méfient. Puis cette méfiance-là, ça a comme un effet sur ce qu'ils répondent à mes questions, puis ça a sûrement un effet aussi sur leur relation avec les thérapeutes. Fait que c'est là que j'ai commencé à étudier la méfiance. La méfiance, c'est quoi? Ça a été ma première question. Je suis allée voir dans la littérature, est-ce que c'est juste l'absence de confiance? Dans la littérature scientifique, c'est beaucoup vu comme l'absence de confiance. On prend pour acquis que parce qu'on comprend la confiance, on comprend la méfiance. Mais j'ai quand même été voir pour différents éléments pour essayer d'avoir une définition un peu que je pourrais utiliser dans mes travaux. Fait que j'ai regardé toute la littérature qui parlait de la méfiance des personnes immigrantes dans les soins de santé, puis j'en suis sortie avec 3 gros aspects qui pourraient définir la méfiance. Premièrement, ça affecte comment une personne interprète les événements. Donc, leur perception, leur croyance. Ça, c'est la première chose. Ça affecte ce qui est attendu de ce qui va arriver de manière négative. Donc, les gens, ils s'attendent à ce que l'autre personne ait des mauvaises intentions, à recevoir un mauvais traitement, à ce que l'autre personne est malveillante. Puis finalement, la méfiance, elle est ancrée aussi dans des événements passés. Ces événements-là peuvent être soit vécus personnellement, mais ils peuvent être aussi vécus par les autres ou même lus dans des forums. On est tous allés sur des forums, puis là, on a vu qu'il y avait des mauvais commentaires sur ça, puis on s'attend déjà à avoir une mauvaise expérience. Fait qu'on n'est pas obligé de l'avoir vécu personnellement pour finalement se méfier.
Puis, ou mettons, par exemple, une personne noire n'est pas obligée d'avoir personnellement s'être fait arrêter au volant pour, si elle se fait arrêter au volant par un policier, déjà être méfiante. Pas obligée de l'avoir vécu une fois pour déjà se méfier. Fait que là, je vous ai mis une petite définition. C'est la définition que j'en ai sortie. C'est un peu long et scientifique, mais je voulais la mettre parce que c'est un résultat quand même important de ma recherche. C'est la méfiance. C'est comme un filtre d'intensité variable. Ça, c'est comme des lunettes de soleil. Il y a du monde qui en a qui sont pâles, on peut voir les yeux au travers, mais il y a du monde que c'est opaque, on ne voit pas les yeux. Fait que ça affecte la manière que tu vois. Hein. Si tu as des lunettes soleil rose, par exemple, ben, tu vas voir un peu la vie en rose. Puis fait que ça affecte la manière que tu interprètes les choses qui sont devant toi, qui sont façonnées par des expériences négatives, qu'elles aient été vécues personnellement, partagées par son groupe ou apprises par des récits, et qui influencent la manière dont un individu interprète les événements et les prédispose à anticiper les mauvaises intentions d'autrui. Fait que ça a été mon premier résultat, une définition qu'on pouvait utiliser sur la méfiance. Ce n'est pas juste l'absence de confiance. Puis là, après ça, je me suis intéressée à la méfiance dans le système d'indemnisation. Qui ici a déjà subi un accident de travail ou connaît quelqu'un qui a subi un accident de travail? Quand même d'assez important. Fait que là, je me suis dit, est-ce que ce contexte de réadaptation d'accident de travail est favorable à la méfiance? Tu sais, là, je me suis dit, cette belle image grâce à ChatGPT, déjà, ben, tu perds ton salaire parce que ça prend comme 4-5 semaines avant qu'ils te répondent. Fait que déjà, c'est comme good. Mais là, après ça, les gens, ils pensent que tu es comme invalide, ils te jugent. Là, tu commences à remplir des papiers que tu comprends sweet fuck all. Puis tu en as tellement à remplir. Puis là, après ça, la CSST te dit, genre, hey, il faut que tu ailles trouver un physiatre. Puis il y a comme 3 physiatres au Canada, mais il faut que tu le trouves pour hier parce que ton employeur, il attend les papiers. Déjà, fait que c'est comme, OK, good. Puis là, en plus de ça, ton employeur, il t'envoie une mise il faut que tu ailles au tribunal parce qu'il dit que c'est pas vrai que c'est un accident de travail quand il y avait genre 10 témoins puis que tu t'es cassé la jambe. Fait que c'est comme, tout ce contexte-là fait en sorte que, oui, déjà, tu as envie de te méfier. Tu ne te sens pas en sécurité. Mais là, en plus de ça, moi, ce que j'ai observé, c'est dans ce contexte-là, quand tu es en plus un travailleur immigrant, fait qu'on rajoute le facteur immigration. Fait que moi, j'ai observé des travailleurs immigrants, puis première chose que j'ai faite, c'est je voulais savoir s'ils étaient méfiants. Des fois, en recherche qualitative, c'est un peu difficile de pouvoir affirmer des choses, parce que moi, j'ai étudié, c'était comme 17 travailleurs. C'est pas comme si j'avais envoyé un sondage à 5000 personnes puis que j'avais eu vraiment le résultat. Mais avec 17 travailleurs, j'ai quand même réussi à trouver ce tableau-là. Je l'aime beaucoup parce que j'avais des signes de méfiance. Puis là, je les ai mis sur le tableau. Puis comme vous voyez, ceux qui sont en rouge, là, on voit qu'ils ont tous les signes de méfiance. Fait que on le voit là, clairement qu'ils se méfient. Tandis que ceux en orange, bien, ils ont quelques signes de méfiance. Puis ceux en vert, il n'y en a pas trop de signes de méfiance. Puis les signes de méfiance, mais c'est quand ils disaient les mauvaises intentions, comme par exemple, mon médecin, il veut juste que je retourne au travail. Ou mon employeur, il veut juste pas payer pour moi. Ils font preuve de suspicion ou de peur. Il y en a qui disent carrément, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Ou ils recherchent de l'information. Ça arrivait souvent. Ah, je veux savoir, mais le physio, il a dit, mais il veut encore savoir. Il veut aller chercher sur un blog, sur un deuxième blog. Ils vont contre-vérifier. Le physio m'a dit ça, mais je veux que l'autre physio me le dise, puis je veux que l'ergo, puis le médecin, puis je veux que tout le monde me le dise. Ou ils vont retenir de l'information aussi. Ils ne vont pas dire tout ce qui pourrait aider les professionnels de la santé à bien comprendre leurs besoins. Après ça, je me suis intéressée aux sources de la méfiance. Qu'est-ce qui font que ces gens-là se sont méfiés? 4 principales. Bon, racisme et discrimination. Puis ce racisme et cette discrimination peut être vécu dans différents endroits, comme dans la société. J'avais une travailleuse qui me disait, moi, dans le bus, je me suis déjà fait cracher dessus, puis je me suis dit de retourner chez nous, dans mon pays. Dans le processus d'intégration, il y en a plusieurs qui se sont fait dire, « Ah, mais vous n'avez pas d'expérience canadienne, vous ne savez pas travailler. » Ou il y en a une, elle me disait bien, nous, les immigrants, on ne sait jamais bien marcher, on ne sait jamais bien travailler. Elle disait, on ne fait jamais rien de correct. Dans le milieu de travail, il y en a plusieurs qui vivaient justement, qui étaient des préposés aux bénéficiaires, puis qui se faisaient cracher dessus ou qui se faisaient traiter de non. Il y a aussi un sentiment de trahison. Ça, c'était vraiment... puis là, je m'explique. Un sentiment de trahison du Canada. Par exemple, il y en avait un qui était un électricien,
qui avait été choisi pour ses compétences d'électricien. Ça le disait bien, là, il y avait des points, puis vous êtes électricien, fait que bravo, bienvenue au Canada. Mais arrivé ici, ben c'était pas reconnu. Lui, il se sentait comme un peu, hey, j'avais quand même une vie correcte chez nous, puis là, on me dit, hey, t'es électricien, viens au Canada, puis rendu ici, ben là, t'es obligé de chauffer un taxi. Il se sentait comme trahi par le, je vais dire le Canada, là, mais comme l'institution, c'est comme un peu arbitraire. Par le médecin, beaucoup avaient une idée de la médecine, puis il arrivait ici, puis il ne recevait pas le service qui s'attendait. Je me souviens, il dit, moi, un médecin, pour moi, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui est serviable, c'est quelqu'un qui veut vraiment aider. Mais c'est quoi ça ici? Il faut que j'attende des heures. On voit une infirmière, le médecin ne me touche même pas. Je vois un stagiaire. Il se sentait comme trahi par cette profession-là, qu'il respectait beaucoup, mais qu'il n'a pas reçu les soins qu'il voulait. Il peut se faire aussi trahir un peu par tout le monde, comme la CSST ne les aide pas, leur syndicat ne leur répond pas. Plusieurs choses qui font en sorte que ça s'accumule. Beaucoup de pratiques de l'employeur, comme il y en a un qui me disait, hey, l'employeur, il a inventé un département pour pouvoir fermer son département puis me mettre dehors. Ça arrivait. Ou les employeurs qui mentent carrément à la CNSST. Puis aussi les avis divergents, quand il y a un physio qui dit « Ah, je pense que tu as une entorse », puis là, tu as le médecin qui dit « Non, ça, c'est une hernie », bien, ça posait des doutes chez les travailleurs. Puis les effets. Donc, c'est ça. Moi, grâce à la méfiance, j'ai pu comprendre qu'est-ce qui se passait dans le parcours des travailleurs migrants, mais ça m'a permis aussi de beaucoup comprendre sur la méfiance. Puis là, fait que j'ai ressorti un modèle qui, pour moi, pourrait être utilisable par un peu toutes de vous. Fait que j'aimerais ça qu'on se pose la question ensemble, essayer de penser à votre propre situation. Je me suis demandé, bon, il faut comme prendre ça comme un thermomètre un peu. Si tu réponds, c'est pas comme oui ou non, clairement, c'est comme un peu un thermomètre, chaud ou froid, avec 4 facteurs. Par exemple, la précarité. Est-ce que tu es pauvre? Parce que si tu as assez d'argent puis tu peux perdre ta job et il n'y a pas de stress, ben, tu ne te sens pas en danger, tu te sens en sécurité. Mais si tu n'as pas d'argent puis chaque chiffre que tu ne peux pas aller, ben, là, ça te met comme un peu en danger. C'est quoi ton statut migratoire? Ça se peut-tu que tu te fasses remettre hors du pays? Ton statut d'emploi, as-tu ta permanence? Es-tu protégé par ton syndicat ou si tu manques un chiffre, ça se peut que tu la perdes ta job? Après ça, est-ce que tu as du soutien? Est-ce que ta famille peut t'aider? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que ton syndicat est derrière toi? Est-ce que ton employeur est derrière toi? Est-ce que tu as un avocat? Si tu as du soutien, mais tu te sens oui, tu te sens en sécurité, mais si tu n'as personne pour t'aider, ben, tu te sens un peu plus en danger. C'est quoi la valeur que tu perçois que tu as dans la société? C'est quoi tes expériences avec les autres citoyens? Est-ce qu'ils sont bonnes? Est-ce qu'ils sont mauvaises? Est-ce que ta situation d'emploi s'est toujours un petit peu améliorée? Est-ce que tu es dans une bonne situation? Est-ce qu'on a reconnu tes acquis? Est-ce que tu te sens protégé par le gouvernement? Si tu sens que tu as une bonne valeur dans la société, ben, tu te sens plus en sécurité ou sinon, tu te sens plus en danger. Puis c'est quoi aussi ton sentiment d'agentivité? Est-ce que vous connaissez vos droits? Est-ce que vous maîtrisez la langue? Est-ce que vous connaissez le système? C'est quoi vos expériences avec les instances institutionnelles? Si vous sentez que vous avez de l'agentivité, bien, vous vous sentez plus en sécurité, mais sinon, vous vous sentez plus en danger. Oups, je pense à couper, mais c'est la fin de toute façon. Fait que tout ça pour dire que quand tu te sens plus en danger, tu as plus de risque de te méfier. Puis quand tu te sens plus en sécurité, je pense que tu pars avec un peu plus de confiance envers les autres. Merci. Il n'y a plus de batterie? Restez là quand même. C'est Des questions? Des questions? Des questions? Un, deux. Non, je pense que c'est... Parce que check, il y a de l'input là, mais... Non, mais check, ça, c'est allé où? Fait que... Puis check, ça rentre là. C'est juste des hypothèses, mais j'ai comme l'impression que les femmes avaient généralement moins tendance... La quoi? OK. Moins tendance à se méfier. Puis là, je pars des hypothèses encore. Je pense qu'ils ont plus... ils vont plus demander d'aide, ils ont un meilleur réseau. Souvent aussi, les immigrants, ben, les hommes avaient beaucoup sur leur dos le salaire, l'argent, fait que beaucoup de stress de perdre tout ça. Ça, c'était une raison. Deuxième raison, ce que j'ai remarqué, puis surprenamment, c'est que les travailleurs qui étaient choisis par le Canada, donc ce sentiment de trahison-là, avait un gros effet comparativement à, mettons, un réfugié
les réfugiés qui sentaient que le Canada les avait tellement aidés, leur avait donné une chance, leur avait donné un statut, ils se méfiaient moins que ces travailleurs économiques-là qui perdaient leur statut en arrivant ici. Fait que c'est mes deux plus grandes hypothèses, mais j'ai pas approfondi cette question-là. Plus que ça. Une autre question? Bon, merci à toi, Maude. On peut l'applaudir. Je fais comme... je mets le quiz. Hein. Bon, mais je vais continuer de parler dans le micro, même si... pour la forme, exactement, c'est pour... Ah oui, comme ça. Bon, bah, c'était déjà... Oula, fatigué. C'était déjà la dernière présentation, donc merci à nos 5 présentateurs. On peut encore les applaudir. Merci aussi, bien sûr, à nos 6 collaborateurs. On fera une photo tout à la fin. Oui, on fera une photo. Avant ça, on va faire un quiz. Donc, j'espère que vous avez tous bien écouté. Le code QR va apparaître. Ça me laisse le temps aussi de remercier le peuple de l'Île Noire et le staff. Donc, il y avait Gabriella qui était au bar. Hey On avait Bruce et Malek en cuisine qui vous ont fait les super nachos. Et enfin, Laurie aussi qui était au service que vous avez peut-être vu. Donc, merci à eux. Puis, le temps encore que le quiz s'affiche, ça me laisse le temps aussi de remercier les bénévoles de Bistro Brain. Donc, oui, c'est nous. Donc, Barbara, Zacharia, Alexis et Lucille. Et moi qui faisais l'animation et le micro, enfin le pied de micro. C'est ça. Donc merci à vous surtout d'être venus.